Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Salut à tous. Lundi 8 juin, on est ensemble durant 1 heure. Et oui, début de semaine oblige à l'approche de ce mondial au Mexique, au Canada et aux États-Unis. On vous le rappelle, ce mondial qui aura lieu, voilà, du 11 juin 2026 au 19 juillet, jour de finale du côté de New York, au State. Voilà. On va parler de quoi dans cette émission? Le programme de la soirée, France versus Irlande du Nord. C'est le match de ce soir des hommes de Didier Deschamps avant de s'envoler pour ce fameux mondial 2026. Et oui, du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille. On parlera aussi de Deschamps avant son envol du côté de cette Coupe du Monde 2026. Et on aura aussi, entre autres, du football mondial sur cette antenne de Beurre FM avec le contrat de Petkovic renouvelé. On parlera aussi de la réélection du président Florentino Pérez, du côté du Real Madrid. Rien de plus aussi pour accueillir une personne de talent. On m'a dit qu'il fallait l'accueillir sur cette antenne. Ce n'est autre que le député de la France Insoumise, François Piquemal, qui est avec nous sur cette antenne de Beurre FM. On va essayer justement de aller trouver un peu avec lui le monde du football qu'il aime ou même du sport en général. On va essayer d'avoir ses réponses sur cette antenne de Beurre FM. On le rappelle, François Piquemal, le député France Insoumise en Lot-et-Garonne dans la 4e circonscription. Voilà, rien que ça. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Sans plus tarder, on va commencer cette interview avec notre invité de ce soir. Time Sport, The Special One. Bonsoir monsieur le député, comment allez-vous? Bonsoir à vous, merci de l'invitation et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui nous écoutent ce soir, des auditrices, des auditeurs de Beurre FM. On est ensemble, durant une vingtaine de minutes, ensemble, monsieur Piquemal, pour parler de ce mondial, mais aussi du monde du sport à travers la France, son équipe de France, les hommes de Didier Deschamps. Justement, que symbolise pour vous, l'homme politique, cette équipe de France aujourd'hui? Moi, je suis un fan de l'équipe de France depuis que je suis pitchoun. Donc, je la suis, en gros, depuis les années 90. Il y a eu la désillusion de 94, puis la Coupe du Monde 98, etc. Mais je pense que ce qu'elle incarne, c'est la France, en fait, dans sa diversité. Et ça a toujours été un creuset de l'immigration, l'équipe de France de foot. Vous prenez Raymond Kopa, immigré polonais, Piantoni, avant eux, Ben Barek, qui venait du Maroc, aussi, Platini, Italie, Amoros, Espagne, Fernandez, Espagne, Mbappé, Zidane, enfin j'en passe. Ça a toujours été, je pense, une équipe à l'image en fait du pays dans sa diversité. Et c'est pour ça que pour moi elle incarne ce qu'on appelle la Nouvelle France. Mais une Nouvelle France qui est heureuse et qui fait rayonner la France à travers le monde, quel que soit le résultat de la Coupe du Monde. On peut dire aussi qu'on a une excellence de la formation française qui existe depuis les années 90, puisqu'un joueur sur 12 qui va participer à cette Coupe du Monde a été formé en France. Donc moi je tiens à remercier, j'en profite à votre antenne, tous les bénévoles qui sont dans les clubs de foot amateurs, qui font vivre la formation mais aussi la solidarité et la cohésion sociale. Quelquefois, monsieur Piquemal, cette formation à la française, ce football amateur, il est un peu trop oublié, on a l'impression, à travers le pays. Bien sûr, il y a eu encore récemment des coupes budgétaires qu'on a pris dans le budget du sport, de la jeunesse, de la culture. Vous vous souvenez des emplois aidés qui ont été supprimés. Et je pense qu'avoir une politique volontariste d'inclusivité, d'accessibilité du foot et du sport de manière générale à celles et ceux qui ont de petits moyens économiques, à la question du genre aussi, c'est-à-dire la place des femmes dans le sport et dans le foot, eh bien ça passe par renforcer les moyens pour les clubs amateurs. Vous, l'homme politique que vous êtes aujourd'hui, on le rappelle, député du côté de Lot-et-Garonne avec la France Insoumise, quelle vision avez-vous de ce sport, mais aussi du football, mais le sport en règle générale, en tant que politique? Est-ce qu'on avance ou on régresse? Carrément reculé peut-être. Je pense que ça a double tranchant, c'est-à-dire il y a des avancées quand même. Je parlais tout à l'heure du sport féminin. Je veux dire, il y a encore quelques années, il y avait une invisibilisation du sport féminin. Hier, l'équipe a fait sa une sur le fait que l'équipe de Metz de handball féminine a gagné la Coupe d'Europe. C'était quelque chose qui malheureusement était impensable il y a encore quelques années. Mais il faut aller plus loin.
Notamment, on sait que 60% des licenciés dans le sport sont des hommes et il faut qu'on trouve une équité. Par ailleurs, le sport a aussi une fonction sociale, de cohésion et une fonction aussi en matière de santé. Aujourd'hui, on sait que notre jeunesse, elle est beaucoup plus sédentaire qu'auparavant et que c'est autant de risques de maladies liées à l'obésité, liées aux AVC, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre le sport sur la question globale. C'est pas que la compétition, la performance, même si on est très content d'avoir des sportifs et des sportifs qui le sont, mais c'est aussi quelque chose qui doit fonder et souder notre société. Justement, on poursuit cette interview avec vous, François Pigmal, député à la France Insoumise sur l'antenne de Beurre FM. Ce soir, on parle déjà des présidentielles 2027 arrivées, mai 2027, et on a vu une sortie le mois dernier, en mai, d'un certain Kylian Mbappé, j'allais dire président, mais non, mais capitaine de cette équipe de France, voilà, qui répondait justement à cette crainte du RN au pouvoir. Il a raison, mais je pense que cette crainte, elle existe depuis longtemps. Elle a été exprimée par d'autres sportifs de haut niveau. D'autres joueurs aussi. Bien sûr, football. par le passé. C'est pas nouveau qu'il y ait des joueurs ou des joueuses d'ailleurs qui s'engagent politiquement. Souvenez-vous, puisque là on parle des États-Unis, de Trump et de son allié Milley. On va en parler. Quand l'équipe de France en 1978 est allée en Argentine, vous avez des joueurs comme Joël Batz, comme Dominique Rocheteau, Battiston et Rocheteau, pas Batz, qui ont pris position contre le régime de Videla qui était un dictateur. Megan Rapinoe, footballeuse américaine, a pris des positions importantes également. Et je tiens à dire que dans cette Coupe du Monde, on va avoir des joueurs qui ont pris fait et cause pour le peuple palestinien, ce qu'il endure. Borja Iglesias en Espagne, Jackson Irvine en Australie ou encore Lamine Yamal qu'on a vu récemment. Et moi, je trouve ça très bien que les sportifs de haut niveau s'expriment. Ce sont des citoyennes et des citoyens comme les autres et qu'ils aient des opinions politiques et qu'ils les expriment publiquement. Je vois pas en quoi leur opinion vaudrait moins que beaucoup d'éditorialistes de CNews. Oui, justement, il y a une crainte de ces sportifs à l'échelle internationale aujourd'hui, peut-être avec toutes ces arrivées des nouveaux réseaux sociaux. Peut-être aujourd'hui on est dans cette culture de ne plus se laisser faire, de réagir des fois, quelquefois à chaud, qu'on a pu le constater aussi avec nombre de joueurs de l'équipe de France. Vous en pensez quoi? Il faut justement faire élever les consciences, éveiller aussi. Par exemple, je pense aux faits de racisme qui sont intervenus dans un certain nombre de stades, sur lesquels on a des joueurs de l'équipe de France qui ont eu un message clair, fort. Je pense à Marcus Thuram, Tchouaméni, Koundé, Mbappé et d'autres. Et c'est important. Et moi, je les en remercie parce que en fait, on ne fait pas que pratiquer un sport. Tout est politique. La manière dont on le fait est une question politique. On parlait tout à l'heure du fait qu'on ait autant de bons joueurs qui soient formés en France. Ce serait impossible s'il n'y avait pas eu, à partir de 1936, une pensée politique en France sur le sport, la création de clubs qui soient accessibles à toutes et tous, et le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de bénévoles qui s'engagent chaque week-end dans nos clubs sportifs. On n'aurait pas une aussi bonne équipe de France et d'aussi bons joueurs si c'était pas le cas. Et pour ça veut dire mettre en place des structures, mettre en place des moyens matériels, économiques, humains à disposition du sport amateur qui ensuite ruisselle, c'est dans le sens inverse de Macron, sur le sport professionnel. Justement, ce sport professionnel, on est à l'approche de ce fameux mondial qui va se dérouler au Canada, en Espagne ou encore au Mexique ou encore aux États-Unis. On va s'attarder sur les États-Unis, Monsieur Pigmal, Monsieur le député. Voilà, quel enjeu politique représente une Coupe du Monde de cette échelle-là pour vous? Alors, c'est un enjeu géopolitique, vous l'avez bien dit. Bon, déjà, nous, on est très critiques de la FIFA et de Monsieur Infantino, de la manière qu'il a de gérer les choses, très, on va dire, affairiste, financière, etc. Ensuite, moi, je pense que cette Coupe du Monde, si on veut qu'elle se passe sainement, le mieux, ça aurait été qu'elle ne se passe pas aux États-Unis de Donald Trump. Et on le voit. Récemment, là, je lisais en venant chez vous la brève qui annonce qu'un arbitre somalien se voit refuser un visa, alors que ça a été le meilleur arbitre, je crois, de la précédente CAN. De la CAN, il a été élu, pareil, là, on vient d'apprendre que les supporters argentins qui n'étaient pas à jour d'un certain nombre de prestations sociales se voyaient refuser les visas. On a eu un certain nombre d'incidents comme ça qui en fait entachent l'image de la Coupe du Monde, entachent l'image de Donald Trump. Mais je pense que Donald Trump est comme l'extrême droite. Ils aiment pas le foot.
En vérité, c'est ça. Carrément. Oui, moi je pense qu'ils n'aiment pas le foot. C'est-à-dire le foot, ça représente quelque chose de collectif où les origines sociales, les origines des uns et des autres ont peu d'importance face à la valeur intrinsèque que vous pouvez avoir dans une équipe et dans un collectif. Le foot peut les arranger quand il y a une compétition à organiser. Pourtant, il est beaucoup suivi par nombre de partis français, si je peux me permettre. Mais des partis de droite, de gauche. Regardez la méconnaissance, par exemple, du Rassemblement national sur la question du foot. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai été vice-président de la commission d'enquête sur les dérives dans les fédérations sportives, notamment liées au VSS et au racisme. Le premier jour de cette commission d'enquête, alors qu'on allait avoir beaucoup de victimes qui allaient parler, auditionner beaucoup de responsables pour demander des comptes, le Rassemblement national a quitté la commission d'enquête au prétexte qu'on ne parlait pas du racisme anti-blanc. Voilà. Donc c'est vous dire un petit peu la vision qu'ils ont du sport. Le Rassemblement national au pouvoir, à mon avis, c'est une catastrophe pour le sport en France de manière générale. Ils n'ont pas de vision pour ça, une vision très discriminante de manière générale. Et il faut bien voir certains des propos qui ont eu lieu dans les dernières années sur l'équipe de France de foot pour s'en rendre compte. Justement, pensez-vous que cette équipe de France, Monsieur Pigmal, Monsieur le député, peut représenter cette nouvelle France que vous avez si bien dit en début d'interview? Elle la représente de fait. Ouais. Quand vous regardez l'équipe de France, elle montre des origines diverses et variées, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a des décennies. C'est un creuset d'intégration, comme d'autres sports aussi le sont d'une certaine manière, avec des nuances différentes. Il y a une question aussi d'origine sociale qui se joue dans l'équipe de France. On sait que c'est vu comme un vecteur d'ascension sociale dans beaucoup de catégories populaires. Des fois, il faut bien le dire, à tort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent à devenir professionnels, par exemple. Mais je pense que c'est un symbole qui est un symbole de cohésion nationale. Souvenez-vous de 98 et même de 2018. Je ne sais pas s'il y a un élément qui fait autant rayonner la France que notre équipe de foot quand elle gagne une Coupe du Monde, ou quand elle va loin, ou quand il y a ces joueurs qui sont prétendants au Ballon d'Or, qui font rayonner d'autres clubs, etc. Je pense que c'est un réel atout pour nous. Et encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui contribuent à former les joueurs et les joueuses de foot amateurs ou professionnels qu'on a. On parle de Coupe du Monde, on parle de l'équipe de France, on parle de cette diversité et aussi ce panache que l'on peut retrouver à travers l'équipe de France, hommes ou femmes. On va revenir rapidement sur les États-Unis, oui, de Donald Trump versus le conflit iranien. Oui. Justement, un mot. C'est vrai que beaucoup de supportrices, de supporters iraniens sont un peu dans le flou, mais comme beaucoup aussi d'amoureux du football. Ils peuvent parce qu'ils sont en pleine, ils se font agresser militairement par les États-Unis. Et quoi qu'on pense, moi, je suis très critique du régime évidemment iranien. Je suis le premier à le critiquer et à souhaiter qu'il tombe un jour. Mais en l'occurrence, là, on a un pays qui en agresse un autre avec Israël en plus. Et il n'est pas normal que ça retombe sur l'équipe de footballeurs d'Iran qui ont été obligés d'aller au Mexique pour être accueillis d'ailleurs. Initialement, ils devaient être aux États-Unis. Donc, ça fait partie, on va dire, de la géopolitique liée à ce mondial. Mais qu'on a vu s'exprimer en marge dans des matchs amicaux. Regardez ce qui s'est passé au match Albanie-Israël, qui est très révélateur et intéressant aussi du fait qu'aujourd'hui, Israël, par le comportement de son gouvernement, qui est un gouvernement génocidaire, et disons-le clairement, est vu comme un État voyou et non accepté dans de nombreux pays. Donc les équipes, parfois, incarnent le symbole du pays qu'elles représentent. Bien sûr. Le football, c'est la politique. On le dit pas mal de fois sur cette antenne avec nombre de consultants et de consultantes. Monsieur Pigmal, on va terminer cette interview. Il nous reste à peu près du temps. On est avec Wahib, mais je ne sais pas si son micro a été activé. Je ne sais pas. Oui, Wahib. Alors, une petite réaction peut-être, on va l'activer rapidement parce que oui, je crois qu'il n'est pas, c'est le direct, mais il aimerait avoir une petite réaction, Wahib, avec monsieur le député, notre invité ce soir. On t'écoute, Wahib. Bonsoir monsieur le député, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est un sujet intéressant, la politique et le sport, tout ce qui est sociologique aussi autour de ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde aux États-Unis. On parle des pays africains. Voilà, de cette gestion des pays africains, dans quelle mesure ils ont été accueillis, dans quelle mesure les primes ont été mises en place pour cette Coupe du Monde. Moi, j'avais une question par rapport à des pays qui font énormément de déplacements, notamment l'Algérie qui va faire plus de 4000 km de déplacement. Est-ce que selon vous,
les choix de déplacement, les choix d'emplacement sont aussi politiques de part la possibilité aux joueurs de pouvoir récupérer, de pouvoir être dans de bonnes mesures, selon vous? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas regardé le tableau pour voir les déplacements des uns et des autres, mais c'est aussi un enjeu écologique par ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que les empreintes carbone. De faire voyager des équipes sur des milliers de kilomètres entre deux matchs, on sait que c'est plus de traces carbone. Donc, j'ai pas regardé ça avec précision. Je sais que selon le tableau, comment vous finissez, premier, deuxième ou troisième, vous avez plus de chances aussi d'être déplacé de votre vous avez parlé de l'Iran, ça m'a vraiment interpellé. Ils vont jouer leurs 3 matchs aux États-Unis de mémoire, l'Iran. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de faire l'aller-retour avec le Mexique. Donc vous avez raison, il y a des traitements différenciés, surtout avec les saisons folles qu'on connaît aujourd'hui, qui mettent à l'épreuve les corps des sportifs et des sportives. Et ça, c'est la responsabilité de la FIFA. Et moi, j'encourage les joueurs qui se montent en syndicat pour réclamer leurs droits, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas des machines et que c'est des humains avant tout. J'ai juste une dernière question. On doit terminer rapidement, parce qu'on doit terminer là. On avait d'autres questions. Rapidement. Il y a le mouvement réactionnaire aux États-Unis par rapport au football féminin, où on parle souvent de gestion, par exemple, des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Cette Coupe du Monde, on sait qu'il y a vraiment un enjeu économique énorme. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces inégalités salariales dans le football entre les sports féminins et les sports masculins? Je vous réponds rapidement. Il se pose le même problème en Ligue 1, enfin de toute façon dans le football professionnel au niveau féminin en France. J'ai fait une question écrite au gouvernement sur le sujet, puisqu'il y a eu un mouvement des joueuses françaises pour demander une égalité salariale ou en tout cas un meilleur traitement. Et donc je pense que c'est essentiel, et c'est essentiel aussi qu'on visibilise beaucoup plus le foot féminin qu'aujourd'hui. Donc il faudrait que le gouvernement aussi investisse aussi dans des sponsors pour égaliser les salaires. En tout cas qu'il intervienne pour essayer d'égaliser les salaires. Et j'en profite pour féliciter, puisque je suis de Toulouse, le TFC qui passe en Ligue 1 féminine. C'est l'événement footballistique de l'année à Toulouse. Et j'espère que bientôt on sera en Champions League. Oui, 9e place au championnat de France en Ligue 1 chez les hommes. Un petit mot concernant la vie de Rose, le TFC, ça avait bien démarré. Bon, déjà merci à Monsieur Novell qui est parti et qui a guidé le TFC. Après, je pense que le TFC devrait avoir plus d'ambition pour la 3e ville de France, mais on connaît aussi les contraintes économiques. Donc tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir de l'argent, etc. Bon, moi ce que je pense, c'est que le TFC devrait miser sur l'équipe féminine, parce que là il y a plus de marge de manœuvre à mon avis, parce qu'on a beaucoup de clubs qui investissent sur le foot féminin, y compris dans les clubs amateurs, et que on pourrait jouer la Champions League de manière plus certaine, avec un peu d'ambition politique derrière. Un grand merci François Picmac d'avoir été avec nous, on le rappelle, député de la France Insoumise du côté de la région de département de Lot-et-Garonne. Voilà. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cette antenne. On va marquer d'une courte pause et on revient avec toute l'équipe de Time Sport. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM, tranquillement avec Juan Trocé et toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne jusqu'à 21h. On est ensemble, Juan Trocé, pour revenir un peu sur cet avant-match, le dernier match avant la Coupe du Monde. C'est l'équipe de France face à l'Irlande du Nord ce soir du côté de Lille. Effectivement, est-ce que la France va nous régaler ou pas du tout? Est-ce qu'elle va nous offrir une défaite comme elle nous l'a offert face à la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'effectivement elle va bien préparer ce match avant le départ du côté des États-Unis? En tout état de choses, la première des choses, c'est dire que les matchs de préparation sont là justement pour préparer une équipe, pour voir quel est l'état des formes des joueurs, et les résultats n'ont aucun intérêt. C'est vrai que la France avait battu le Brésil, vous vous rappelez au mois de mars, qu'on avait battu la Colombie, mais qu'on a vraiment raté notre match face à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, la première des choses, c'est éviter qu'il y ait des blessures, c'est retrouver des automatismes entre les joueurs, l'envie de jouer ensemble avant ce voyage aux États-Unis qui s'annonce dans les prochaines heures, parce que le vrai test français commence le 16 juin, ça sera face au Sénégal, et c'est pas du tout facile. Donc très beau match peut-être ce soir, mais ce qui est important, c'est qu'on voit l'état d'esprit de l'équipe de France.
cette équipe de France, oui, version Deschamps, sur cette dernière campagne avant son envol aux États-Unis, comme on le disait avec l'invité de ce soir. Effectivement, puisqu'ils vont s'installer du côté de Boston. Premier rendez-vous, donc ça sera face au Sénégal. C'est le 16 juin. On se rend pas compte, mais c'est dans le mois des 10 jours que la France va rentrer en lice. Quelques jours après, forcément, il va y avoir l'Irak, qui est une équipe tout à fait à la portée de la France. Cela dit, je vous signale que l'Irak vient de jouer un match amical de préparation face à l'Espagne en Espagne. Elle a arraché un match nul en Espagne face à l'Espagne un partout. Donc, je pense que on n'est pas dans la compétition, on est dans les matchs amicaux, mais la France n'aura pas des problèmes pour battre l'Irak, et puis il y aura effectivement le 26 la Norvège qui sera quand même un match assez compliqué. Donc on a l'habitude de voir une équipe de France qui monte en puissance petit à petit. J'espère qu'ils vont faire pareil dans cette Coupe du Monde, quoique encore une fois, attention au Sénégal. Le Sénégal, c'est pas du tout facile. Ça peut être vraiment le plus gros problème que peut retrouver la France, quoique dans ce mondial, vous le savez, on a 3 qualifiés par groupe, donc la plupart des troisièmes vont se qualifier, donc il y aura toujours des possibilités, mais je pense que la France, là, face à l'Irlande du Nord, essayer de faire bouger ses joueurs, essayer des tactiques, essayer de donner des minutes à des joueurs pour voir s'ils s'acclimatent bien au système de jeu de l'équipe de France. Et c'est un match à regarder, mais n'attendons pas un résultat, ne nous fions pas au résultat, parce qu'encore une fois, ça n'est qu'un match amical, et le vrai test ne commence que le 16 juin face au Sénégal. Oui, mais perdu face à la Côte d'Ivoire, et là c'est l'Irlande du Nord. Alisson, on t'écoute. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec. Faudra le jouer à fond, je crois. Je pense que ce match-là, encore moins que celui contre la Côte d'Ivoire, nous donnera certaines indications. On sait que la grande échéance approche, donc forcément, dans la tête de tous les joueurs, on a la peur de la blessure avant même d'avoir foulé une première minute de Coupe du Monde. Donc tout le monde va y aller tranquillement. Je pense que Didier Deschamps, il sait ce qu'il fait, sait où il va et surtout avec quel joueur. Après, ce que je dis, je pense que le match contre la Côte d'Ivoire lui a donné peut-être certaines indications. Alors, je vais m'expliquer. Ça veut dire que on aura peut-être une équipe de France évolutive selon l'adversaire. Et ça, je pense que pour une fois, on peut en être sûr. C'est-à-dire qu'on a un plan de jeu qui est très bien défini. Mais par exemple, un Ryan Cherki pourra s'inviter dans la danse en tant que titulaire face à certains adversaires qui dit un plus abordable. Donc ce match-là, ça va être un match quasi de décrassage, j'ai envie de dire. Ça va être une bonne préparation, encore une fois physique, avant de rentrer dans le vif du sujet le 16 juin contre le Sénégal. Et là, ça serait notre partie. L'équipe de France, oui. On va voir dans ce match des joueurs avoir des minutes, mais par rapport à ce que dit Alisson, moi, une fois la compétition entamée, ayant un premier match aussi difficile que celui du Sénégal, et connaissant ce qui est l'historique de Didier Deschamps, et qu'on n'utilise pas vraiment énormément de joueurs lors des compétitions, je ne sais pas si une fois entamer la compétition face au Sénégal, même s'il y avait une victoire, et j'espère qu'il y aura une victoire du côté de la France, il va donner des minutes aux autres joueurs. Je me rappelle le Mondial 2018, mais il y a eu aussi l'Euro, il y a eu aussi la Nations League, et on voit qu'en fin de compte, il utilise peu de joueurs une fois la compétition entamée. Donc
on va avoir des nouveaux joueurs, mais après, est-ce que le mondial commençait, il va continuer dans son registre habituel avec une quinzaine de joueurs qui vont faire la compétition, jusqu'à 26, qu'est-ce qu'on fait des autres? Ils jouent pas, comme ils ont fait en 2018, comme ils ont fait aussi en 2022. Malheureusement, quand je parle de quelques petites modifications, moi je trouve en tout cas qu'il y a un petit peu plus de chantier, par exemple dans le domaine défensif. Et je me dis que c'est ce secteur-là qui pourra pas en phase de poule. En phase de poule, on a besoin de certitude. On a un 11 depuis quelques années avec Didier Deschamps. Donc je pense que qu'on soit en difficulté ou qu'on gagne haut la main, ça ne bougera pas à ce moment-là. Plus tard dans la compétition, j'espère que la France ira loin, donc plus tard, je pense aussi selon l'adversaire, ça veut dire que si on a un adversaire, par exemple, comme l'Espagne, qui a la possession du ballon, où t'as des latéraux offensifs et t'as des ailiers qui sont très très percutants, là, à ce moment-là, est-ce qu'on garde un exemple Jules Koundé, ou est-ce que on peut changer? Est-ce que sur le côté gauche, on garde un Hernandez, ou alors on met un Lucas Digne qui lui ces derniers temps en équipe de France a fait plutôt des bons matchs. C'est pour ça que je parle peut-être d'une équipe de France potentiellement évolutive. Je pense que l'attaque, on n'y touchera pas. Le milieu, très peu, mais en défense, il y a quelques petites bricoles à faire. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la France n'a pas à faire des calculs lors de la phase des groupes, parce que si elle termine première de son groupe, elle va jouer un troisième. C'est ça. D'un autre groupe, un troisième. Et ça, c'est important. Et avec la chance qu'on a, on aura très un RDC. important, parce que ça serait pas mal. Il y a c'est les troisièmes des 4 des groupes qui pourraient tomber sur qui tomberaient sur la France si elle termine première, ce qui est plus compliqué pour d'autres pays, et je pense notamment bien évidemment à l'Espagne, qui est obligée de terminer la première, espérant que en 16e de finale, l'Argentine dans son groupe termine première, parce que sinon elle pourrait se taper l'Argentine du 16e de finale. Mais la France là n'a pas à faire des calculs, effectivement, même si encore une fois le premier match c'est un match piège, parce que c'est le Sénégal. Et c'est vraiment très compliqué. Et je dis que la Norvège, en dernier match, c'est pas non plus c'est pas un cadeau. Un cadeau. Quand vous regardez d'ailleurs le classement FIFA, vous voyez que l'équipe de France, hormis l'Irak, effectivement, c'est un groupe qui peut poser des problèmes. Donc pas de calcul pour la France. Être première du groupe, s'assurer un troisième d'un autre groupe en 16e des finales, parce que ça effectivement donnerait de la confiance à cette équipe de France, qu'on sait qui prend petit à petit au fur et à mesure des matchs, elle prend de la confiance et elle s'installe dans le jeu, même si on a beaucoup critiqué ici pendant le dernier mondial que le jeu de France de l'équipe de France n'était pas terrible, n'était pas non plus en 2018, mais elle a terminé première, elle a été championne du monde. Mais c'est vrai que cette équipe de France là aujourd'hui, c'est un match juste pour ne pas se blesser, pour faire jouer quelques joueurs, voir comment ça s'intègre, et puis petit à petit on va faire monter la pression pour que cette équipe effectivement à partir du 16 puisse nous convaincre, parce que nous n'attendons que ça, qu'elle nous convainque. Je suis d'accord. On attend d'être rassuré, je pense, par cette équipe de France. Encore une fois, on sait dans quelle mesure Didier Deschamps abordera cette compétition, mais à mon sens, moi j'ai quand même pas mal de questions. Est-ce que je ne suis pas assez pragmatique, ou alors est-ce que je suis d'une nature pessimiste? Je ne sais pas. Mais effectivement, j'attends par exemple de cette attaque que Kylian Mbappé ne soit pas le seul à concrétiser, ne soit pas le seul à être décisif. Quand on va affronter le Sénégal et qu'on va tomber sur des gros défenseurs et un gros milieu de terrain, est-ce que si on arrive à isoler Kylian Mbappé, on aura un Désiré Doué, un Ousmane Dembélé et un Olysée qui seront capables de pallier cette potentiel, là je me projette un petit peu, potentiel cadenas de Kylian Mbappé. Donc là aussi j'ai une interrogation.
Mais moi, ma grosse interrogation reste sur le milieu de terrain. Oui. Moi, je l'ai vu contre la Côte d'Ivoire, quand on était pas en surnombre, donc à 2 contre 2, avec Tchouaméni et Rabiot, si je me trompe pas, notamment avec Kessié au milieu de terrain, c'est-à-dire à 2 contre 2, j'ai pas vu les milieux de terrain français faire la différence. Et on sait aujourd'hui que si le milieu de terrain ne pèse pas, c'est difficile d'enclencher ces phases de transition. J'ai aussi une autre question. Où se positionnera Olysée, où se positionnera Dembélé, parce qu'à mon sens, ils sont interchangeables les deux. L'un, on peut le mettre à droite et l'autre, on peut le mettre en numéro 10. Et dans ce cas, si Kylian Mbappé ne fait pas les efforts défensifs, comment ça va se passer dans cette équipe de France? Donc j'ai effectivement, quand on voit sur le papier, je pense qu'on a l'une des meilleures équipes, l'un des meilleurs effectifs à mon sens, avec le Portugal et l'Espagne. Mais j'ai un petit peu plus d'interrogations sur l'équipe de France que par exemple sur une équipe d'Espagne qui, elle, on sait que comment ça va dérouler, comment ça va jouer, comment ça va défendre, où ça va attaquer. Il y a un petit peu plus de questions chez nous à se poser. Justement, président du Real Madrid, allez, c'est en aparté avec l'équipe de France, avec toi, Juan José. Oui, Florentino Pérez, fraîchement réélu président du Real Madrid, Alisson. Oui, il a été réélu, c'était ce week-end dernier. Il n'y avait pas des élections du côté du Real Madrid depuis 20 ans, pas parce qu'il n'a pas souhaité les faire, mais tout simplement parce que c'était les seuls candidats, donc il n'y a pas eu des élections ces derniers 20 ans. Il faut rappeler qu'il est arrivé en 2000 à la tête du Real Madrid, qu'il a été en 2 périodes distinctes. En milieu, il y a eu une autre présidence de 3 ans et demi, même pas 4, et puis il est revenu à la tête du Real Madrid. Florentino Pérez, donc, il s'est imposé clairement, puisqu'il a eu 65% des voix face à Enrique Riquelme, qui était le candidat surprise qui est apparu ces derniers mois, qui n'a eu que 35% de voix. Et quand j'ai dit qu'il n'a eu, c'est quand même pas mal de réussir à avoir 35% de voix. Encore une fois, il y a un peu plus de 32 000, 33 000 socios qui sont allés voter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cette réélection, donc il a fallu, comme les hommes politiques, faire des promesses. Et il a promis l'arrivée de Mourinho, donc il devrait officialiser l'arrivée de Mourinho au Real Madrid. Rappelez-vous qu'il était parti forcé en quelque sorte par les supporters du Real Madrid qui ne voulaient plus de Mourinho, et il a laissé partir Florentino Pérez, mais il le récupère aujourd'hui. Et puis il y a surtout les promesses qu'il a fait de recruter 4 ou 5 joueurs, bien sûr des joueurs que vous connaissez tous, puisqu'entre eux il y a Vitinha par exemple, il y a Michael Olise aussi, qui serait a priori l'un de ceux qui pourraient venir du côté du Real Madrid. Et il y a Victor Osimhen aussi, qui est dans la liste qui aurait été envoyée par notre ami Mourinho, ainsi que quand même un Portugais, Bruno Fernandes, qui aurait été demandé aussi du côté de Mourinho. Donc le Real Madrid, ça ne vous a pas échappé, cette année n'a pas gagné un seul titre. Donc pour un club comme le Real, c'est très compliqué. Mais la victoire de Florentino Pérez laisse penser que dans les prochaines semaines, juste après le mondial, on aura des annonces importantes par rapport aux arrivées qui vont venir, et donc arriver au Real, départ d'autres clubs. Allez, merci, on marque une courte pause et on revient avec la dernière partie de cette émission. Time Sport revient dans un instant. Tous les soirs, à partir de 23h, ne manquez pas Rayantologie. Rayantologie, 1 heure de souvenirs 100% rail. Rayantologie. Rayantologie, les plus grands classiques du rail sur Beurre FM.
à l'écoute des entreprises avec l'APEC. Pour aider les entreprises à recruter plus efficacement, l'APEC propose un accompagnement dédié. Karine Lafont, vous êtes RRH chez Cedima. En quoi consiste cet accompagnement? Alors l'APEC nous accompagne dans la préparation de l'offre et la présélection de candidats qualifiés avec Sourcing Plus. C'est un vrai gain de temps. Ouais. Quel que soit le poste, mon consultant APEC a toujours su relever le défi. Son expertise et la qualité de nos échanges sont un véritable levier pour nos recrutements. Rendez-vous sur apec.fr, espace recruteur. Attention, vous risquez de ressentir une subite envie de sortir rouler au volant de votre Mini Cooper. Iconique, agile, intuitive. Le genre de voiture qui procure des sensations à chaque trajet. Prenez le volant de la Mini Cooper 3 portes, finition Blackyard, dès 295 € par mois, sans apport. LLD 39 mois, 30 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin 2026, si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. En juin, c'est la Coupe du Monde de football, mais c'est aussi la CIF Cup solidaire, organisée par le Secours Islamique France le samedi 13 juin au 5 Marville à La Courneuve. Participez à ce grand tournoi de foot à 5 avec un seul but, soutenir les enfants vulnérables en Palestine, au Yémen, à Madagascar et au Sénégal. Un événement ouvert à tous avec de nombreuses animations ludiques et sportives. Pour s'inscrire, rendez-vous sur secours-islamique.org ou au 01 60 14 14 14. Ensemble, jouons pour la bonne cause. On peut penser que la hausse du prix des carburants est une fatalité. Ou on peut choisir la technologie Dacia Hybride qui permet de faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. Dacia Bigster Hybride, jusqu'à 950 km d'autonomie, est à partir de 29 990 €. Passez à l'hybride durant les portes ouvertes du 11 au 15 juin. Offre valable jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un Dacia Bigster Expression Hybride 155/9 hors option selon le tarif du 2 juin 2026. Autonomie WLTP. Conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Vous rêvez d'acquérir un bien au Maroc? C'est le moment idéal. Retrouvez les meilleurs promoteurs immobiliers, les banques et experts de l'immobilier réunis en un seul lieu. Smapimo Paris, le grand salon de l'immobilier marocain. Ça met en confiance de voir qu'on est entouré de notaires, de spécialistes de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier. Rencontrez des experts, explorez des opportunités uniques et réalisez vos projets immobiliers les plus ambitieux. Bienvenue au Smapimo à Paris les 12, 13 et 14 juin 2026 au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles. Métro Porte de Versailles, entrée gratuite. Pour plus d'infos, smapimo.fr. Bonjour, petit vocal pour vous annoncer que la Coupe du Monde sur beIN Sport va être très intense. Du coup, on va faire vite. Vous aurez plus de matchs, plus de buts, plus de tacles, plus de saltos, plus de lucarnes. Mais aussi plus de célébrations, d'émotions, de joie, de larmes, de suspense. Et plus de stars, d'expertise, de débats, d'analyse, de duplex. Mais rassurez-vous, cet été, vous aurez 5 semaines pour profiter de tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, jour et nuit, seulement sur beIN Sport. 15 € par mois sans engagement, voire offre distributeur. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de la journaliste consultante Alison. Juan José de la partie. Il a entamé sa page concernant le football ibérique avec le Florentino Pérez réélu à la tête du Real Madrid. On vous le rappelle, chers auditrices et auditeurs. Et nous, on va revenir sur les Fennecs. Que se passe-t-il encore avec ces Fennecs? Là, ça concerne Petkovic, le sélectionneur Juan José. Time Sport, le mode pressing. Et oui, justement, le sélectionneur Petkovic. On en a parlé la semaine dernière. Voilà qu'on apprend qu'il a été donc reconduit à la tête de l'équipe d'Algérie. C'est vrai que les résultats sont bons parce que je parle de mémoire, mais sur les 28 matchs, il y a 21 victoires. Et donc 3 défaites, 2 nuls, quelque chose comme ça. Donc il a des très beaux résultats. Et c'est bien, et c'est dans la logique de donner des stabilités à une sélection que juste avant un mondial, après, il est arrivé en 2024, donc ça fait pas non plus si longtemps qu'on le prolonge encore 2 ans jusqu'à 2028. Ça donne de la tranquillité aux joueurs qui ont été appelés pour aller aux États-Unis. Ça donne aussi de la tranquillité à Petkovic qui, rappelons-le, avait entraîné la Suisse avant. Et donc, je pense que pour l'Algérie, c'est une bonne chance. Maintenant, le mondial, ça reste assez compliqué. L'Algérie va jouer notamment
l'Argentine. Là, après-demain, c'est la Bolivie aussi. C'est la Bolivie, mais elle est dans le groupe de l'Argentine. Ouais, et je vous le disais tout à l'heure, si l'Algérie, parce qu'il y a la Jordanie et l'Autriche qui sont dans le groupe, si l'Algérie passe 12e de son groupe, parce que je pense que la première place est dévolue à l'Argentine, qui est d'ailleurs première nation dans le ranking FIFA, bah elle rencontrera l'Espagne en 16e de finale, puisque a priori l'Espagne, j'espère, devrait terminer première de son groupe. Justement, Waheb, spécialiste du football mondial, il est avec nous ce soir. On peut le retrouver aussi chez nos confrères de Match en direct avec toutes ces matchs retransmis. Waheb Petkovic, content, pas content, beaucoup de monde s'interroge sur lui. C'est une grande interrogation, Bilal. C'est une grande interrogation dans la mesure où il prolonge avant les performances en Coupe du Monde. Je pense que cette prolongation avait déjà été établie en préambule de cette Coupe du Monde, que les accords avaient déjà été ficelés. Maintenant, est-ce qu'il y a des clauses dans ces contrats parce qu'en fait, on a juste l'annonce de sa prolongation, on n'a pas l'annonce de clause. Donc peut-être en cas de non-résultat, certaines clauses pourraient sauter aussi. Ça, on les aura par la suite au cours de la compétition ou au cours des semaines à venir. Maintenant, Petkovic qui prolonge, bien pour l'Algérie. Pour moi, non, parce que Vladimir Petkovic n'a pas donné toute satisfaction à la nation de l'Algérie, mais surtout sur les performances et sur le style de jeu que l'Algérie a l'habitude de jouer, notamment avec un Ibrahim Maza qui est aussi entre le banc des remplaçants et la titularisation, des choix de cadre un peu trop, notamment Mahrez, un peu trop mis sur un piédestal. Tactiquement, il se loupe contre le Nigeria et ça a causé la défaite totale de l'Algérie sur le plan tactique et aussi sur le plan du prisme du résultat, car l'Algérie est sortie en quart de finale. Donc pour moi, ce que fait Vladimir Petkovic maintenant, son enjeu, c'est qu'il va avoir quelque chose, c'est que les performances, elles vont être scrutées. Il faut savoir que c'est le coach le mieux payé d'Afrique, sur le contribuable algérien, parce qu'on nous parle de salaire. C'est le contribuable algérien qui paye son salaire. Donc il est intérêt on l'oublie, et surtout il y en a qui l'oublient, il y en a qui l'oublient, tu fais bien de le dire, et surtout que aujourd'hui, l'Algérie a besoin de faire des résultats. Plus de 10 ans d'absence en Coupe du Monde, des irrégularités institutionnelles, des irrégularités sportives. Lui, il est là pour raviver, ensoleiller un peu, le football algérien, qui est pour l'instant il est peu convaincant Vladimir Petkovic. Donc, à suivre maintenant la suite de cette compétition. Et je voulais juste nuancer un peu les propos de Juan José concernant la hiérarchie. Moi, je ne vois pas l'Algérie sortir des poules, dans la mesure où en fait, ils vont jouer le premier match contre l'Argentine. L'Argentine va arriver avec une Comment ça, ne pas sortir des poules? Ils ne passeront pas les poules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils finissent même pas parmi les 8 meilleurs troisièmes? Ils ne finiront pas parmi les 8 meilleurs troisièmes. Parce que dans le contexte actuel des équipes, bon, déjà, l'Argentine reste l'Argentine, surtout qu'il y a de la jeunesse et il y a du renouveau. Oui. Ça, il faut le dire. Scaloni a fait un travail énorme sur ça. L'Autriche a fini premier de son groupe. Elle a l'une des meilleures générations sur les 10 dernières années. Elle a perdu un blessé majeur, mais elle reste une équipe omnipotente au milieu de terrain, intéressante, avec de l'homogénéité, que ça joue en Allemagne ou en Autriche. Et puis, il y a la Jordanie. Je suis désolé, mais la Jordanie, champion d'Asie, qui joue très bien au football, avec un coach marocain qui a du dogme, qui est intéressant. Elle a été accrochée à Tunisie. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu places l'Algérie au même niveau, voire en dessous de la Jordanie. Ah, mais pour moi, oui, parce que. En termes de jeu? En termes de jeu, la Jordanie en termes de jeu, la Jordanie joue super bien. On est un peu d'accord là-dessus. Comment? Et on est un peu d'accord là-dessus. C'est pour ça, je pense mais surtout que la Jordanie a des individualités qui vont faire la différence, et que là, lors de la Coupe arabe, il n'y avait pas Moussa El Tamari ou les joueurs européens. Là, ils vont incorporer ces super subs, ces gros joueurs. L'Algérie va devoir faire une performance convaincante. Et puis les 8 meilleurs troisièmes, si tu perds contre l'Argentine, tu fais pas un bon match contre l'Autriche, et tu perds. Finir au moins avec 3 points pour être quasi finir au moins avec 3 points, alors que je crois que t'es 30e mondial ou un peu plus, je crois, ils sont 26e l'Algérie mondiale. Oui. Tu finis pas dans les 8 meilleurs troisièmes, pour moi ce sera un échec. Donc ça c'est sûr. Pour moi l'Algérie reste sur un grand doute émergent. Alison, on va l'écouter. L'Algérie. Je suis assez d'accord, je suis assez mitigée sur cette espèce de prolongation du sélectionneur algérien, parce qu'à mon sens il y a énormément de questions, d'interrogations sur la manière dont il dirige cette équipe d'Algérie, pour un peu aller dans le sens de Wahib, c'est-à-dire que on lui reprochait de ne pas toucher au statut en équipe algérienne, alors que le peuple algérien, même les footballeurs au sein de la sélection algérienne voulaient un petit peu que les choses s'inversent, c'est-à-dire qu'un Mahrez qui, à mon sens, n'est plus compétitif, qu'il soit dans le groupe pour apporter énormément d'expérience, jusque-là, j'y vois pas trop d'inconvénients. Mais qu'un Mahrez, aujourd'hui, dans cet état,
soit un titulaire indiscutable. Là, pour l'instant, on peut y trouver quelques objections, ou même trouver ça totalement scandaleux, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que entre Belmadi et lui, je trouve que en termes de jeu pur, il y a une régression quand même de cette sélection algérienne. Là où on voyait des esquisses de fond de jeu avec un milieu de terrain qui allait, avec des attaquants aussi qui savaient concrétiser. Ben là, je trouve que ça balbutie encore le football, que tactiquement c'est pas très au point, que techniquement même il y a beaucoup moins de qualité. Alors moi, j'irais pas dans le sens de Wahib quand il dit que l'Algérie ne sortira pas des poules. Je pense que l'Algérie sortira des poules, mais malheureusement, si sur son chemin c'est l'Espagne, l'Algérie s'arrêtera en 16e de finale, parce que je le rappelle, il y a un tour supplémentaire. Mais cette prolongation, j'ai du mal à la comprendre, surtout avant une compétition comme... Je pense qu'elle est capable effectivement de se qualifier parmi les 8 meilleurs troisièmes. Après, il faut qu'on arrête aussi à un moment donné de penser à l'Algérie qui a été championne de la CAN en Égypte. Il faut qu'on arrête de penser à ça. Il faut avancer, c'est vrai que la référence la plus proche, ça a été 2019. Ça a été le Maroc, ça a été le quart de finale. Et c'est vrai qu'on n'a pas été emballé par le jeu de l'Algérie. Mais après, ça fait 2-3 mondiales qu'elles ne sont pas allées en mondial. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier en mondial. Il y a ce match dont j'avais parlé la semaine dernière, ce match face à l'Autriche qui va au-delà du truc purement sportif. Je pense que même si l'Autriche, effectivement, tu l'as signalé, c'est une équipe qui est sortie premier de son groupe de qualification, mais je vois bien l'Algérie s'est transcendée dans des matchs dans le comme dernier ça. Match de poule. C'est le dernier match de poule. Mais voilà, donc sincèrement, je pense qu'elle est capable, bien sûr, de se qualifier. Je suis tout à fait d'accord. En tant que 3e, voire 12e à un moment donné, si elle réussit son match face à la Jordanie, et bien exactement. sûr l'Autriche. Et je pense même que affronter l'Argentine, premier match d'entrée de jeu, c'est une très bonne chose pour l'Algérie. Voilà, c'est fait. Bah oui. Parce que ça veut dire qu'après, la sélection algérienne aura son destin entre les mains. Et ça change tout dans une phase de poule où, par exemple, on sait qu'on peut aller affronter l'Espagne si on finit 3e. Ça veut dire que comme ça, on va jouer une carte contre l'Argentine. Gagner, c'est bien. Match nul, on est ok. Une défaite avec pas énormément de buts d'écart, c'est très bien aussi. Et après, on peut jouer notre va-tout pour aller chercher cette deuxième place. Or, si t'inverses, par exemple, tu fais un résultat nul contre l'Autriche, tu perds contre la Jordanie, je te dis n'importe quoi, et qu'ensuite ton destin se joue contre l'Argentine, c'est pas tout à fait la même compétition. On va terminer avec lui. Pour moi, tu perds ton premier match, tu es déjà quand même dans une sacrée cagade et une sacrée difficulté. Bah non, t'as 6 points à prendre après. Oui, mais t'as 6 points à prendre, mais dans quelle mesure tu les prends? Surtout que tu joues contre le champion d'Asie après, tu joues contre le champion du monde arabe, et tu joues contre une Autriche qui a fait mal à de nombreux pays européens. Et sachant que l'Algérie, statistiquement, dans les grandes compétitions, que ce soit la CAN ou que ce soit la Coupe du Monde, dès qu'elle perd son premier match, mais moi je laisse 2014 de côté, mais je parle vraiment des récentes compétitions continentales, l'Algérie après ne sort pas des poules. Le premier match, et on sait que les joueurs algériens marchent à la psychologie de la confiance. Là aujourd'hui, tu vas jouer l'Argentine dès ton premier match. Pour moi, tu rentres dans le bain et psychologiquement, si tu perds et tu prends une gifle, parce que le Pays-Bas, c'est l'équipe A qui a joué en première mi-temps. Ça sera l'équipe A, ça sera Zerouki, Ben Taleb, Aouar au milieu de terrain, que les gens arrêtent de se dire, ouais, non, l'Algérie va jouer avec Maza. Non. Eux, c'est les jeunes, c'est ceux qui sont sur le banc, ceux qui vont rentrer pour essayer de sauver la tête de Petkovic. Les titulaires, c'est les sénateurs. Je le dis souvent. Non, mais c'est vrai, c'est les sénateurs. Donc, les sénateurs vont jouer face à Enzo Fernandez, face à Julián Alvarez, face à Lionel Messi. Et vous pensez que les sénateurs qui ne courent pas vont réussir à anticiper ça? Et puis après, il va y avoir le deuxième match face à la Jordanie qui a un milieu de terrain qui permute. Et vous pensez que les sénateurs qui ne courent plus vont essayer de courir face à la Jordanie? Et ils vont avoir cet excès de confiance en disant que. Sur ce d'orgueil. Ah non. Sur ce d'orgueil. Le tableau qui nous rend est peut-être sombre, mais c'est ça. Et puis je me répète, quand tu sais que t'as l'Espagne à tes trousses, crois-moi que tu te bouges. Et tu te dis, s'il y a moyen sur le courage d'aller chercher cette deuxième place juste pour gratter un tour supplémentaire, pourquoi pas? Moi j'y crois, je suis positive. On termine avec toi. Il faut avoir confiance dans l'Algérie. Et le fait que, encore une fois, l'entraîneur Petkovic ait été renouvelé, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, laissons le jeu nous montrer effectivement où est-ce que ça va. Je pense que effectivement la CAN, ça n'a pas été terrible.
terrible la dernière CAN, mais cette équipe, je pense qu'elle est capable d'un sursaut d'orgueil et d'aller chercher les 16e de finale. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle n'ira pas plus loin que les 16e de finale. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 4 ans au mondial du Qatar. C'est une réalité. Donc on ne va pas retrouver une Algérie transformée. Mais je pense qu'elle est vraiment capable de trouver ce 16e de finale et ça sera pas si mal que ça pour cette équipe. Juan Trocé, merci d'avoir été avec nous, avec Addison sur cette antenne, avec Wahib aussi de nous avoir accompagnés, chers auditeurs et auditrices. On te retrouve dès demain avec toute l'équipe de Time Sport. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.